Martinus, bonjour, vous êtes vice-président de la CRES Bretagne. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire sur l'engagement des organisations sur leur territoire. Alors, nous venons de le voir à travers les données de Impact Bretagne, de l'Observatoire des partenariats. L'ESS est très engagé dans les dynamiques de co-construction. Finalement, quels enseignements tirez-vous de l'importance de cette co-construction pour les acteurs de l'ESS? Eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui n'est pas nouveau en Bretagne. C'était très intéressant de voir l'étude que vous avez produite parce qu'elle rejoint tout à fait les priorités de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Donc, on a bien les mêmes constats. Cette stratégie, elle date pas d'hier, comme je le disais tout à l'heure, puisque lorsque nous préparions les états généraux, ça remonte déjà à une dizaine d'années, lorsque nous préparions les états généraux de l'ESS en Bretagne, en 2010, nous nous sommes aperçus que oui, la CRES pouvait faire remonter un cahier d'espérance, comme on disait à l'époque, mais que ça n'avait peut-être pas tellement d'intérêt d'avoir l'avis de la CRES, même si à la CRES, il y avait un certain nombre d'acteurs présents dans le conseil d'administration, mais que ça serait beaucoup plus intéressant de faire travailler l'ensemble des acteurs, même ceux qui n'étaient pas administrateurs de la CRES, sur un certain nombre de fiches pour réaliser ce cahier d'espérance. Et en fait, à partir de ça, on s'est dit, mais c'est plus qu'un cahier d'espérance, ça se dessine une stratégie pour l'ESS en Bretagne. Donc, nous avons commencé à travailler avec la région, notamment, pour monter ça et pour avancer sur cette stratégie. Bon, on a été rattrapé par la loi ESS en 2014. Et donc, maintenant, cette plateforme de la stratégie régionale de l'ESS en Bretagne, qui comporte non seulement des acteurs de l'ESS, mais aussi des collectivités territoriales et l'État, se réunit 2 fois par an et travaille à suivre à élaborer la stratégie, puis ensuite, bien évidemment, en suivre la mise en œuvre. Et ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de choses, dont l'écosystème, dont je vais reparler après, qui est vraiment très territorialisé, mais aussi des priorités. Et la dernière plateforme, les priorités, c'était la transition énergétique et écologique, le bien vieillir et la solidarité et l'accès de tous aux services. Donc, on voit que ça reboucle absolument avec l'étude que vous avez produite. Les points forts transversaux restant énormément l'écosystème d'accompagnement, les financements et l'ingénierie immobilière. Et pour pouvoir arriver à développer tout ça, on est vraiment totalement sur la coopération puisqu'on a bâti au fil des années un écosystème extrêmement fort et surtout bien maillé sur le territoire. Puisque c'est parti d'une étude du Césaire qui remonte vraiment maintenant assez loin, qui avait mis en évidence la nécessité d'avoir des pôles territoriaux. Et là aussi, à l'époque, on avait 2 options. Soit la région décidait de déployer des animateurs territoriaux sur l'ensemble du territoire, soit elle demandait à la CRES de faire des antennes sur les territoires. Et ensemble, on s'est dit non, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de s'appuyer sur les acteurs. Et donc, on a décidé qu'il faudrait des pôles sur l'ensemble du territoire, mais que pour que ces pôles existent, il fallait d'abord qu'il y ait des acteurs qui souhaitent les faire exister et qui s'engagent dedans, et ensuite qu'il fallait que les collectivités territoriales s'engagent également auprès de la région. La région a chargé la CRES de faire de la coordination et de la sensibilisation et de l'animation pour permettre l'éclosion de ces pôles, et petit à petit, les pôles se sont construits à l'échelle territoriale des pays, puisqu'en Bretagne, on avait appliqué totalement la loi Ouinet et qu'on avait des pays sur l'ensemble du territoire. Et donc, petit à petit, depuis maintenant 3 ans, l'ensemble du territoire est couvert par les pôles. Donc, ces pôles ont un rôle d'animation territoriale. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand j'ai regardé sur la plateforme, vous parlez beaucoup de catalyseurs territoriaux et on est exactement là-dessus. Que les pôles ont pris en charge totalement le dialogue territorial. Leur rôle, c'est de faire s'interconnaître les acteurs, de repérer quelles sont les dynamiques en œuvre au niveau de l'économie sociale et solidaire, de faire partager ces dynamiques aux collectivités territoriales et inversement, de faire partager aux acteurs ESS du territoire le projet de territoire porté par la collectivité. Donc là, on est bien sur cet aspect-là. Et puis évidemment, au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose. C'est-à-dire que
il y avait des projets, des idées qui étaient là et qu'elle ne trouvait pas toujours le bon accompagnement et qu'elle n'arrivait pas toujours à, à, se, à se réaliser et que parallèlement, il y avait quelquefois une sensibilité de la part des collectivités, que peut-être il manquait quelque chose, mais sans arriver très très bien à dire quoi et à vraiment arriver à ça. Et là, on a décidé de voir comment on pourrait pallier ce trou dans la raquette en montant ce que nous avons appelé les tags. Les tags, c'est territoire agile et c'est à la fois un révélateur, un idéateur et un incubateur. L'idée, c'est d'arriver à créer des entreprises locales collectives et innovantes pour répondre aux besoins du territoire. Et petit à petit, on a réussi à créer 4 tags, un par département. On est allé bouger une fiche du FSE pour arriver à l'intégrer. On a vraiment, tout le monde s'y est mis et on est arrivé à avoir ces 4 tags qui permettent absolument des expérimentations collectives et de l'accompagnement. On est toujours dans votre catalyseur territorial. Donc là, c'est vraiment le rôle des tags avec la CRES, évidemment. Et puis, au-delà de ça, alors bien évidemment, il y a de la gestion de lieux communs, du coworking, de l'accueil, soit directement par le pôle ou par le tag, soit accompagné par le pôle et par le tag par des acteurs territoriaux. Et la région joue le jeu puisqu'elle met 35 000 € sur les pôles. Elle a également été changer ses fiches de FSE pour pouvoir financer les tags et les collectivités mettent au pot aussi. Donc, on arrive à vraiment mailler la totalité du territoire comme ça. Et puis, c'est fait jour aussi un autre besoin qui était de dire, parce que bien évidemment, dans le même temps, on a voulu sensibiliser les jeunes à l'ESS. Donc, on a été les premiers à mettre en œuvre les coopératives jeunesse de service, modèle canadien, modèle québécois, très intéressant. Mais pendant un premier temps, nos coopératives d'activité et d'emploi ont porté l'accompagnement des CJS, mais c'était un peu difficile. Donc, on s'est dit, il y a plein d'innovations qui se font. Il y a évidemment les coopératives jeunesse de service. Derrière, il y a eu des coopératives jeunes majeurs parce que une fois les vacances terminées, on avait aussi des jeunes qui avaient besoin de continuer à faire des choses, donc on les a accompagnés comme ça. Et puis les coopératives de territoire, notamment dans les quartiers de la ville, notamment à Rennes, où là aussi, il y avait des expériences extrêmement intéressantes qu'il fallait accompagner. Et là, on a créé le CRIC. On adore donner des noms un peu bizarres. Donc, on a créé le CRIC. Et le CRIC, c'est une coopérative régionale d'éducation à l'entrepreneuriat collectif. Et dans le CRIC, on retrouve bien évidemment les mêmes, on retrouve des pôles, on retrouve des tags, on retrouve la presse, on retrouve des coopératives d'activité et d'emploi, et on se met tous autour de la table pour pouvoir accompagner. Et pendant la crise Covid, on a eu un parfait exemple de ça, puisqu'on a eu des couturières dans le Morbihan qui, entendant que les collectivités territoriales du coin n'arrivaient pas à trouver des masques, ont dit mais nous, on est capable de faire des masques, mais on ne sait pas très bien, on sent bien qu'on est quelques-unes et quelques-uns à pouvoir faire ça, mais comment on fait? Et là, ils ont fait appel au pôle. Le pôle a fait appel à la CRES et on a commencé à chercher comment on pouvait mettre tout le monde autour de la table. On n'avait pas le temps de créer une société coopérative d'intérêt collectif, il fallait répondre à la demande le plus rapidement possible. Et c'est le CRIC qui a pris la possibilité de coordonner tout ça, qui a accompagné, qui a aidé à ce que la logistique se mette en place, qui a permis, par le biais du CAP, qui est les contrats d'accès qui peuvent être portés en accompagnement pour des gens qui sont en recherche d'emploi. Et donc, on était bien dans ce cas-là pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, on a monté ça avec l'idée par la suite de pouvoir en faire. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, la réflexion accompagnée par les collectivités territoriales, de continuer à fabriquer des masques parce qu'on en aura encore besoin pendant un certain temps, mais pas seulement, de peut-être aller sur d'autres productions, sur des séries plus petites, etc., et de monter une site. Voilà. Donc c'est vraiment la coopération, on la pratique depuis des années et on voit bien que ça permet énormément de choses. Alors, vous parliez, on voit bien, vous avez un rôle de défricheur et effectivement, la Bretagne a souvent cette tradition un peu de défricher un certain nombre d'éléments, dont la coopération. Vous parliez tout à l'heure d'un ancien rapport du Césaire. Je crois qu'il y a un nouveau rapport qui va sortir à la rentrée, justement pour faire l'état des lieux de ces coopérations. Est-ce que, sans nous dévoiler ce qui sera les enseignements de ce grand rapport, mais en tous les cas, nous donner quelques angles de vue de ce rapport?
Voilà, alors l'idée, c'était de se dire, est-ce que en Bretagne, plus particulièrement, il y a de la coopération entre les entreprises et les collectivités, entre les entreprises et les citoyens. Traditionnellement, on se dit que la Bretagne est une terre de coopération, mais on voulait aller voir un petit peu plus loin. Et donc, on a effectivement euh, auditionné un certain nombre d'entreprises et on s'est aperçu que oui, il y avait déjà des choses, que c'était en train de bouger énormément. Si je peux donner par exemple 2 exemples de ce qui se fait, on a d'une part quelque chose autour de la société ENAF, les pâtés ENAF que tout le monde connaît, le pâté du navigateur, c'est un des emblèmes de la Bretagne, et qui sont situés dans le Finistère. Et ils se sont aperçus qu'ils avaient beaucoup de problèmes de logistique pour aller livrer les enseignes, etc. Et que finalement, ils étaient un certain nombre à avoir ça. Et ils se sont dit, au lieu d'être dépendants des chargeurs, et donc de devoir nous adresser à un chargeur pour pouvoir aller livrer dans les endroits qui nous vont bien, pourquoi on n'inverserait pas la chose et que nous nous occuperions de ça. Et ils ont créé un GIE dans lequel ils sont un certain nombre d'entreprises du Finistère pour pouvoir être beaucoup plus efficaces sur ces questions-là et ne pas dépendre de grands chargeurs nationaux. Ça, c'est typiquement le genre de choses. Alors, ils sont passés par le GIE. On a aussi beaucoup de groupements employeurs en Bretagne, donc on a aussi été voir un peu ce qui se passait de ce côté-là. Et on a par exemple aussi une autre problématique bien bretonne, la bière. De plus en plus de microbrasseries en Bretagne, ça prend vraiment beaucoup d'importance. Or, il s'avérait que sur le malt, on n'était pas bon du tout, on était complètement dépendant d'autres régions. Et donc, il s'est créé la malterie de Bretagne qui récolte de l'orge, qui la transforme et qui s'est formée sous forme de SIC, de société coopérative d'intérêt collectif. Un des intérêts, et moi ça m'a beaucoup amusé en tant que SS, c'est que le directeur, le gérant de cette SIC, il ne connaissait rien à l'ESS. Il a eu cette idée de devoir mettre à la fois les brasseurs et les producteurs d'orge autour de la table. Il a cherché s'il y avait quelque chose qui pouvait lui permettre de faire ça. Il a trouvé la SIC, il a dit c'est vachement bien ce truc-là. C'est génial, je fais ça. Donc évidemment, nous étions ravis et c'est en train de prendre de l'ampleur, ce qui fait que dans très peu de temps, la totalité des bières bretonnes seront produites avec un malt bio issu de Bretagne. Donc on voit bien, quand on refait le rapport avec tout ce qu'on vient de voir avec la crise Covid-19, s'il faut relocaliser, on a les éléments et la coopération, qu'elle soit interne à l'ESS ou qu'elle soit sous d'autres formes, GIE, groupement employeur, etc., est un moyen de pouvoir à la fois répondre à ce besoin de relocalisation tout en ayant une activité économique intéressante pour les parties prenantes. Merci beaucoup. Alors, dernière petite question, parce que ce qui nous a beaucoup marqué quand on a fait l'étude du rapport Impact Bretagne, et je dois dire, on a dû creuser un peu plus particulièrement que dans d'autres régions qui étaient un peu plus faciles à comprendre, c'est qu'effectivement, on voit bien toute la tradition que vous décrivez, ce lien entre, d'une part, l'ESS et les acteurs publics locaux. On entend bien ce que Bruno Hugues de la Rose nous décrit dans l'historique entre les entreprises et d'ailleurs des PME locales qui sont devenues maintenant internationales. On peut penser à Bolloré, on peut penser à Pinot, on peut penser à plein d'entreprises qui finalement ont été les chefs d'entreprise qui ont créé dans les années 70 le Club des 30 et qui se sont aussi tournés vers l'acteur public. En revanche, ce que l'on constate dans cette étude, c'est que entre les acteurs de l'ESS d'intérêt général et les acteurs économiques plus classiques, on voit qu'il y a encore finalement une marge de manœuvre. Et curieusement, c'est peut-être le territoire où les associations sont le plus en demande de mécénat et de pratiques de mécénat, et où les entreprises sont le plus en demande, elles, classiques, d'innovation sociétale, c'est-à-dire de co-construire et pas simplement de financer des programmes. Comment voyez-vous finalement cette réconciliation pour faire que le triangle soit complet entre finalement toutes ces démarches historiques par les acteurs économiques du territoire, toutes ces démarches historiques par l'économie sociale et solidaire avec les acteurs publics qui ont 7 acteurs en commun, et puis peut-être ce petit retard sur les alliances entre les structures d'intérêt général et les acteurs économiques classiques pour fermer le cercle, j'allais dire, et pouvoir co-construire. Comment le voyez-vous dans les mois, années à venir, et peut-être d'ailleurs les 2 exemples que vous venez de citer sont une marche pour aller vers cela?
je pense tout à fait que les deux exemples que j'ai cités sont une marche. Je pense aussi qu'il y avait peut-être pas assez de proximité entre le monde de l'entreprise et le monde de l'ESS, notamment, vous parliez des associations, parce qu'évidemment, c'est peut-être plus facile pour des sociétés coopératives de pouvoir faire ce pas-là parce que elles sont plus reconnues comme étant un acteur économique. On a encore un petit peu de mal quelquefois à faire reconnaître les associations comme des acteurs économiques à leur façon. Ça, c'est peut-être un petit peu encore cette marche qui nous reste à franchir, mais je pense que c'est en bonne voie et je pense que paradoxalement, les enseignements de la crise vont nous y aider. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir le plan de redémarrage de la région Bretagne qui a été voté la semaine dernière en session au Conseil régional. Et ce plan de redémarrage, il est axé sur la sobriété, la proximité, la solidarité. Et notamment, il va amplifier les engagements qui étaient pris dans ce que nous avions appelé la BRESCOP, qui était vraiment calé sur les ODD, sur les objectifs de développement durable. Et là-dedans, je pense que ça va être un bon moyen. On va revoir notre stratégie, la S3, notre stratégie de différenciation en matière d'innovation, et on va mettre largement l'innovation sociale dedans. Et donc, je pense que par ce biais-là, ça va être le moyen de rapprocher un petit peu plus ces deux entités qui se connaissent, qui se côtoient. On a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment, qui sont par ailleurs très, très engagés dans du monde associatif, culturel ou sportif en particulier. Et donc, de bien remettre tout le monde autour d'un projet commun. Et je pense que, paradoxalement, la crise va nous y aider. Et en ça, vous répondrez à 80% des Français qui attendent justement cette dynamique d'alliance, qui pensent que c'est très utile quand collectivités territoriales, associations, entreprises, acteurs de l'ESS, acteurs académiques travaillent ensemble, initiatives citoyennes, pour finalement répondre aux défis de territoire. Nous ne doutons pas que la Bretagne, comme elle l'a fut par le passé, va encore défricher et nous ouvrir le chemin. Et en tous les cas, nous attendons bien évidemment avec grand intérêt le rapport du Césaire à la rentrée et nous continuerons, comme nous le faisons depuis plusieurs années maintenant, à dialoguer ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Martine Nips, et à très bientôt pour continuer cette fois-ci en Bretagne. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.